Donc, nouveau document dans Adobe Dimension. Et alors, dans les ressources pour démarrer, je vais aller chercher un des modèles qui sont proposés là. Et je vous propose de prendre le modèle nappe sur quoi? Juste à côté du mot ressources pour démarrer, vous avez donc les 3 petits points pour passer en vision par liste, de faire un affichage par liste si vous voulez, comme ça vous avez les noms complets. Ah, nappe sur table, ok. Je n'aurais jamais cru. Vous cliquez dessus et ça arrive dans la scène et c'est posé sur le sol. Vous cliquez sur l'icône pour voir en entier l'objet, le recadrage en quelque sorte, voilà. Alors, rotation caméra, le raccourci, pas pour activer l'outil rotation, mais le raccourci, quel que soit l'outil qui est activé sur la gauche là, pour l'instant c'est la flèche de sélection là, bouton droit de la souris, en principe, ça vous fait la rotation caméra. On est d'accord? Parfait. Ok, roulette de la souris, ça vous fait le dolly, le zoom avant. Ça, c'est la roulette de la souris. Et si vous enfoncez la roulette de la souris, vous en servez comme bouton, vous avez le panoramique. Donc, les 3 outils de déplacement caméra sont accessibles par la souris. Si vous avez une souris à 3 boutons avec roulette, c'est nickel. Est-ce que tout le monde a une souris à 3 boutons là avec une roulette, ça marche? C'est le genre de truc qui coûte moins de 10 € au Colruyt, donc il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent. Donc on va aller déposer sur la table une mug à café, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Voilà, tasse à café ici, voilà. Alors si vous cliquez dessus directement sur la tasse à café, elle se pose sur le sol, c'est foireux, vous voyez, elle est là en bas. Donc je vais faire un commande Z et je vais la déplacer sur la table directement par un cliquer glisser. Voilà. Donc là, elle va se poser directement sur la table. Par rapport à la table, la dimension est bonne. Par la suite, on va voir qu'on peut aller chercher sur Adobe Stock plein d'autres modèles et également sur plein de sites web qui proposent des modèles 3D. On peut aller chercher des modèles et quand on les met ensemble, les dimensions, c'est pas toujours bon. C'est beaucoup trop petit, un objet par rapport à l'autre. Évidemment, ici, c'est bien fait. Tous les modèles qui sont dans les ressources pour démarrer, là, ils sont forcément à dimension, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, je vais peut-être aller chercher également une canette que je vais déplacer. Voilà. En sélectionnant la canette, touche F, ça recadre la canette. Bouton droit, ça tourne autour. L'orbite caméra tourne autour de l'objet sélectionné. Si on clique à côté sur la scène, touche F, on revient sur l'ensemble de la scène et toujours bouton droit nous permet de tourner autour. Donc là, je sélectionne par exemple la canette et avec la touche F, je zoome sur elle. D'abord, il faudrait qu'on aille voir de quoi est constitué l'objet. Regardez dans la palette scène là au-dessus, la canette est composée de 2 objets. L'anneau et la boîte de conserve. Voilà, donc 2 objets. Donc techniquement, ceci est détachable. Mais si on veut mettre des couleurs ou des textures différentes à différents endroits du couvercle, par exemple, eh bien, c'est pas possible, puisqu'il n'y a que 2 objets, soit de l'anneau, soit de la boîte. Et c'est là que la baguette magique va nous servir. Ici, vous allez pouvoir tester, allez-y, cliquez. Voilà, vous voyez que vous arrivez à sélectionner. Si vous cliquez là, toute la zone du dessus. Si vous cliquez là, ça va être le bord. Alors on peut ajouter des zones. Si je clique là et avec la touche majuscule, on peut ajouter. Mais c'est parfois un peu complexe. Comme vous voyez, c'est parfois un peu complexe d'ajouter un objet. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des réglages à la baguette magique ici. Si vous gardez le bouton la souris enfoncée, voilà, vous avez la taille de la sélection. On était à très petit, on était au minimum. Donc c'est vrai qu'il va falloir remonter le curseur. Et la baguette magique, du coup, va réagir différemment. Si je fais juste que cliquer sur le dessus, là, ça va peut-être sélectionner un peu plus.
Ouais, le problème, c'est qu'il sélectionne toute la canette, en fait. Si on monte trop haut. Donc, on va quand même éviter de monter trop haut. Voilà, ça marche. J'étais en très petit tout à l'heure, ça ne sélectionnait que cette partie-là et pas le bord là. Et maintenant, en étant en sélection petit, ça sélectionne les deux, donc c'est pas mal. Voilà globalement comment ça fonctionne. Vous avez aussi les opérations booléennes s'il fallait éventuellement faire des opérations d'ajout ou de retrait. Les choses habituelles qu'on a dans les logiciels d'infographie. Les opérations booléennes, vous connaissez? Ça vous dit quelque chose? Non? Il faut connaître ce terme. Voilà, les opérations booléennes, c'est un nom en infographie que vous allez rencontrer assez souvent. Et on les rencontre donc dans plein d'endroits en infographie 2D ou 3D. Maintenant que je vous montre, vous connaissez, évidemment. Bon, on va aller chercher des matériaux et tenter d'amener un matériel sur la sélection. J'ai juste été chercher ici, pour l'exemple, des carrés hexagonaux, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. On voit clairement que ça ne s'est mis que sur ce qui était sélectionné, alors que c'est un seul objet, en fait. Dans la palette scène, la boîte de conserve, c'est un seul objet. Alors bien sûr, si on avait fait une exportation UV de l'objet, il y aurait éventuellement possibilité de mettre une matière différente sur le dessus aussi, bien sûr, dans Photoshop. Bien, alors on va redimensionner la canette. On va la faire plus haute. On va redimensionner uniquement la partie boîte de conserve. Enfin, quoique l'objet du dessus n'est pas très épais, donc si s'épaissit un peu l'anneau d'ouverture, c'est pas très grave. Oui, donc vous pouvez faire une sélection sur la canette. Oui, l'échelle, il faut casser l'échelle ici. Voilà, 1,4 ici, c'est bon. Par exemple, ça marche. Ok. 1,4, c'est peut-être un peu trop si on veut une canette réaliste. Je vais faire 1,3 en Y. Voilà, c'est pas plus mal. On va aller sur le web chercher rapidement une étiquette. Donc, je vais aller par exemple dans Bing chercher une étiquette vintage. Il va falloir lancer Photoshop et isoler une des étiquettes si vous avez téléchargé quelque chose à plusieurs étiquettes. Voilà, d'une manière ou d'une autre, il faut isoler une des étiquettes. Ici, je vais prendre l'outil de recadrage. Supprimer les pixels rognés n'est pas coché, donc je pourrais réétendre le recadrage par la suite si je veux faire réapparaître une autre étiquette. Voilà. Donc, il va falloir éventuellement, ici à la baguette magique dans Photoshop, que je sélectionne le fond blanc et que j'ajoute un masque de fusion. Voilà, inversé. Command I. Voilà. Donc tout ça est très facile. Vous enregistrez. Alors ici, je vais le faire par la palette Finder. Je pense pas qu'on l'a déjà fait, le déplacement de l'image directement vers dimension. Donc je vais aller prendre l'image là et la déplacer directement sur l'objet. Voilà. Donc elle est déformée. Elle se déforme puisqu'on a étendu la canette. La canette a été agrandie chez moi à Y en vertical, donc 1,3, 130%, 1,3. Ça veut dire que si je double-clique sur l'étiquette là, il faudrait que je la diminue dans le sens inverse. Donc je vais casser l'échelle ici, et c'est en Y ici qu'il va falloir que j'aille bouger. Par exemple, à la place de 7,8, je vais aller indiquer 6. Voilà, elle s'écrase. 7, voilà. Donc on peut essayer au feeling de retrouver, de recorriger, donc grâce à l'échelle
de l'étiquette, corriger ses proportions. Bon, je reviendrai par la suite là-dessus parce que vous verrez qu'on a avantage à donner les bonnes dimensions en centimètres à l'étiquette dans Photoshop. Et puis après, il y aura un petit calcul à faire dans Dimensions pour précisément avoir les bonnes proportions. Franchement, c'est foireux. Le fait que quand on modifie l'échelle d'un objet, ça étend l'étiquette, tout ce qu'on met dessus, les motifs, etc., c'est un peu foireux. Alors, il faut savoir que c'est un logiciel qui est assez nouveau. Il va évoluer petit à petit. Des fonctionnalités vont être ajoutées de plus en plus dessus. Il y a quand même pas mal de technologies là-dedans qui sont évoluées, mais ils essaient de présenter les choses de la manière la plus simple. Et le biais, c'est qu'il y a parfois des choses un peu foireuses. OK. Je clique à côté, touche F, j'ai une vue d'ensemble sur la table, parfait. Alors, je reviens à la partie des ressources pour démarrer les objets. Donc, on est assez limité, bien sûr, au niveau du nombre d'objets qu'il y a. Et c'est pour ça que vous pouvez aller faire un petit tour sur Adobe Stock. Donc, dans le bas de la liste des objets-là, vous avez le lien « Parcourir Adobe Stock » où vous avez plein d'objets qui sont disponibles. Il vous montre ici que la partie 3D, objet 3D de Adobe Stock, mais Adobe Stock, c'est plein d'autres choses vectorielles, des images vectorielles, des images pixels, etc. Regardez bien, il y a certains modèles qui vont être gratuits. Essayez d'en télécharger un, n'importe lequel. Voilà. Donc j'ai cliqué sur un modèle. Je clique sur télécharger gratuitement avec la version d'essai. Sauf que on vous dit ici, sur Adobe Stock, les modèles 3D, il y en a certains qui sont gratuits, mais vous devez quand même vous abonner. Alors quand on s'abonne, pour 30 € mensuels, vous avez la possibilité d'avoir 10 fichiers gratuits et certains qu'il faudra acheter. Donc c'est quand même assez lourd. Point de vue financier, 30 € mensuels, vous avez 10 objets gratuits chaque mois, plus des objets que vous allez pouvoir acheter. Il faut vraiment en avoir l'usage. Et donc voilà l'autre solution. On revient dans Dimensions. Au lieu de cliquer sur le Parcourir Adobe Stock ici, vous allez cliquer sur le petit plus qui est là au-dessus. Et là, vous avez dans le menu Adobe Stock, collection gratuite. Et alors, vous vous dites que vous êtes revenu au même endroit, sauf que non. Ça, c'est différent. Ce sont des modèles que vous pouvez télécharger. Vous pouvez les ajouter à Dimensions sans devoir vous inscrire à l'abonnement de 30 € mensuel de Adobe Stock. Donc, par exemple, on va essayer. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de l'enregistrer dans la bibliothèque. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. OK, il faut accepter la licence gratuite ici. Pour accéder à la bibliothèque, quand vous êtes dans Ressources pour démarrer, vous cliquez sur Ressources pour démarrer, vous passez dans les bibliothèques, et là, dans Modèles, vous avez le modèle que vous avez téléchargé qui est là, disponible. Je le dépose sur la table, par exemple. Voilà, elles sont là, les tomates. Touche F, clic droit de la souris, voilà. Ça, c'est pour l'ajouter à la bibliothèque, on le retrouve dans Dimensions directement, et ça, c'est pour le télécharger en tant qu'objet sur le disque dur. Vous pouvez tester le téléchargement en tant qu'objet sur le disque dur. Ça ne va pas vous apporter grand-chose par rapport à l'ajouter à la bibliothèque, en fait. Voilà, c'est un zip qui est proposé là, vous pouvez le télécharger. Et donc, quand on va aller voir, on a le zip qui est là. On le dézip. On a un dossier. Dans le dossier, on a quoi? On a l'objet 3D au format .obj. Donc, c'est un vieux format 3D
qui vient d'une boîte qui s'appelait Alias. Donc le point OBJ, c'est ce qu'on appelle le format Alias Wavefront. Vous avez les textures PNG ici de la tomate. Donc visiblement pour cette tomate, il y a une texture pour la rugosité, et puis il y a une troisième texture pour le relief, c'est ce qu'on appelle les normal maps. Bon, mais vous n'avez pas pris la tomate nécessairement. Moi, c'est ce que j'ai pris. Alors, je ne sais pas, vous, ce que vous avez comme texture dans votre dossier de texture là, peu importe. Hein. Donc, de retour dans Dimension, voyons un peu, je sélectionne les tomates, touche F. Voyons un peu quand on double-clique sur la tomate ici dans la palette scène. On devrait arriver sur la texture. La voilà. J'imagine que vous aussi, vous arrivez sur votre texture. Votre objet est texturé. Donc, ça, c'est la partie pixel couleur de la texture. Et alors, si je regarde dans le panneau propriétés qu'on peut déployer là, vous voyez que les deux autres images sont utilisées. Il y a ici pour la rugosité, l'image de rugosité qui est utilisée. Et un peu plus bas, pour le relief, il y a la normal map, l'image qui est utilisée aussi. Donc c'est ça le principe des textures complexes. C'est pas une image, c'est une image pixel, oui, la couleur, plus différentes images qui servent pour la transparence, la rugosité, etc. C'est grâce à ça qu'on a les reflets qui soulignent le relief quand on tourne. C'est grâce à ces images de rugosité et de normal. S'il n'y avait que des pixels, ce serait beaucoup moins réaliste, en fait. Ce que vous pourriez tester ici pour revoir un peu la chose, c'est sélectionner le café, là. Touche F, zoomer dessus. Clic droit, orbite caméra. Regardons l'objet tasse à café est composé de quoi? Il est composé du couvercle et de la tasse. Ok, donc ça, c'est juste deux objets. Donc on a besoin, si on veut sélectionner certaines parties là du couvercle, de la baguette magique. Alors, on va essayer de mettre un anneau doré, par exemple, sur le bord ici, et peut-être là. Alors, on teste. Là, ça sélectionne tout le couvercle quasiment. Ça veut dire que le réglage de la baguette magique est trop large. Donc, à la place de petit, on va passer en très petit pour taille de la sélection, oui. Ok, donc clique là pour sélectionner le bord, ça marche. Majuscule clic pour ajouter ça. Non, il devrait pouvoir. Il veut pas? Si, il veut. OK. Majuscule clic, il m'a sélectionné ces deux choses-là. Et puis, dans les matériaux, j'avais dit que j'allais mettre du doré. Ben, je vais aller mettre du doré. Voilà, j'ai juste cliqué sur le matériau et il s'est mis sur ce qui était sélectionné. Bien. Pour voir ce que ça donne, il faut vraiment enclencher le rendu, même le rendu rapide. Sinon, on ne sait pas vraiment voir ce que ça donne. Hein. Voilà, là on voit déjà le reflet des tomates sur le bord, c'est déjà pas mal. Avant de voir ces histoires d'export au format Photoshop, on va quand même mettre une texture répétitive sur la nappe. On va mettre une texture sur les pieds de la table. On va faire en sorte que le sol soit brillant pour voir un peu le reflet de la table sur le sol. Donc, première chose à faire, aller éventuellement chercher une texture. Bien sûr, on pourrait aller chercher une texture. Il y en a ici, dans la partie image. Dans la partie image, vous avez des choses qui pourraient servir. Oui, c'est une image qu'on va mettre sur la nappe, mais on va aller chercher sur le web un motif qui se répète. Je vais taper Seamless Pattern. Je vais plutôt le faire dans Bing que dans Google pour pouvoir télécharger l'image facilement. Seamless Pattern. Donc, motif sans raccord, évidemment.
Ce serait intéressant, avant de l'amener dans Dimension, de l'ouvrir dans Photoshop et de l'enregistrer au format Photoshop pour pouvoir mettre des calques de réglage dessus après facilement. Oui, en effet, si vous double-cliquez sur la nappe, couleur de base, vous choisissez image. Et alors le répéter, oui, ça peut être une solution. En effet, plutôt que de le préparer dans Photoshop, voilà, c'est pas plus mal. Avec la rotation aussi, éventuellement. Voilà. Ça peut être sympa. Et le reflet, vous savez le faire? Donc, je vous rappelle, environnement, plan au sol, opacité du reflet, et ça ne se voit que quand on fait le rendu. Ici, hein, c'est une des premières choses qu'on avait vues, en fait. Voilà. Bon, vous iriez pas chercher sur le web aussi une image de décor? Là aussi, je vais l'ouvrir dans Photoshop et en faire un fichier Photoshop, c'est pas plus mal. Fichier importé en tant qu'arrière-plan. Adapté à l'image. Dans les actions. Avec la totale. Simulation des éclairages en fonction de la photo. Grâce à l'intelligence artificielle Adobe Sensei, adapter la perspective de l'appareil photo. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait un commande A pour sélectionner tout et je déplace sur le sol. Il a quand même trouvé la perspective dans l'image. Finalement, chez moi, dans l'environnement, je vais aller décocher arrière-plan parce que ça va me compliquer la vie pour la suite. On va utiliser le motif que vous avez. Vous avez un motif différent de moi, mais c'est pas grave. Vous avez différentes couleurs sur votre nappe, hein, peu importe. On va utiliser ça pour donner du relief à la nappe. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir dans Photoshop la nappe. Alors, je vous demande pas d'ouvrir au départ de dimension. Donc, attention, on n'en est pas à double-cliquer sur l'objet dessus de table ici. Allez cliquer sur la nappe ici et l'éditer dans Photoshop par le petit crayon. Non, hein. Vous ne faites pas le lien entre dimension et Photoshop. Vous êtes dans Photoshop, vous ouvrez l'image de la nappe que vous avez téléchargée. À la limite, la JPEG ou la PSD, peu importe ici. Et alors, vous allez enregistrer le fichier sous le nom Normal Map. Je vais juste ajouter là au début Normal Map. Donc voilà, en ayant déjà enregistré le fichier là, avant même d'avoir fait le processus, on est certain de ne pas écraser la texture, quoi. C'est pas plus mal, hein. C'est juste ça l'idée, c'est j'enregistre d'abord le fichier avant de le modifier, au cas où je foirerais les choses. Alors, une chose, on parle de normal map depuis quelque temps. Qu'est-ce que c'est une normale? Eh bien, vous le voyez, j'ai juste tapé ici 3D Normals et dans Google, et on nous montre ces espèces de poils de texture.
Ça indique juste l'orientation, comme vous le voyez, l'orientation de la surface. Et c'est super important pour la manière dont l'objet, cette partie-là de l'objet réagit par rapport à la lumière, en fait. Donc c'est ça une normale, c'est la petite flèche perpendiculaire à la surface de la texture. Et quand on parle de normal map, c'est juste une image qui indique les normales de l'objet. Comment sont orientées ces petites flèches sur l'objet, d'accord? Donc c'est quand même intéressant de connaître, de comprendre un minimum ça. On utilise le mot normal, donc autant savoir ce que c'est. Voilà, au début de la 3D, pour faire du relief sur les surfaces, on utilisait le bump mapping. C'était donc une image grise de référence, comme on le voit ici, j'ai juste fait une recherche Google, vous voyez, une image grise de référence qui servait à modifier la surface. On passait de là, par exemple, à ça. Mais depuis lors, il y a une manière de faire du relief de surface plus complexe qui est apparue, c'est ce qu'on appelle le normal mapping. Je vais passer ici à la partie image. Vous les avez peut-être déjà vus sans comprendre à quoi ça correspond, ce genre d'images bizarres qui sont composées de 3 couleurs. Ça, c'est quelque chose qui se met sur l'objet, en plus de la couleur de l'objet. Par exemple, voilà, du normal mapping pour un mur de briques. C'est que, voilà, si l'éclairage vient du haut, c'est la partie verte qui va entrer en jeu et mettre le relief sur le dessus de la brique. Si l'éclairage vient du bas, c'est la partie rose qui va entrer en jeu et qui mettra l'éclairage vers le bas de la brique. Vous avez ça dans les jeux vidéo, évidemment. Dans le jeu vidéo, vous retrouvez le normal mapping sur les objets. Voilà, je suis tombé sur un exemple là, au hasard. Alors, ah oui, on est sur Blender. OK. Donc, l'idée, c'est quoi? Le normal mapping, comment ça fonctionne? Vous avez l'objet qui était, dans ce cas-ci, c'est un scan d'un objet. Vous pouvez même maintenant scanner des objets avec votre smartphone, vous savez ça. Donc, vous avez le scan de l'objet avec tout son détail. Mais s'il fallait mettre ça dans un jeu vidéo, voire même dans un film 3D, une publicité précalculée, hein, pas nécessairement du temps réel comme dans le jeu vidéo, c'est trop complexe, il y a trop de complexité sur la surface. Donc ce qui se passe, c'est que l'objet est simplifié, c'est ce qu'on a ici. Et évidemment, tous les détails de surface disparaissent, vous voyez, par rapport à ce qu'on avait ici. Et les détails de surface sont transformés en un normal map, cette fameuse image à 3 couleurs qu'on a vue, qui est utilisée pour faire le rendu. Donc c'est du faux relief en fait. Hein. C'est du faux relief. C'est pas du relief géométrique comme on avait dans le scan de l'objet au départ, avec plein de triangles, quelque chose d'assez complexe. Au niveau des facettes triangulaires, 871 000 facettes triangulaires. La version simplifiée, 21 000 triangles, donc très facile pour faire le rendu, temps réel ou pas. Et avec la normal map, on a une simulation du relief d'origine et c'est beaucoup plus rapide. On reste à 21 000 triangles. Vous êtes là dans Photoshop avec votre texture utilisée sur la nappe. Vous allez dans Filtre 3D et là, vous allez pouvoir générer la normal map, la carte des normales. Allez-y, générez une carte des normales. Ouais, ça prend un peu de temps, voilà. Donc là, si vous tournez l'objet, vous voyez le relief. S'il veut bien le tourner, ouais, c'est un peu lent. Hein. On remarque les limitations de mon ordi au niveau de la carte graphique. Et alors l'idée, c'est que quand la lumière vient du dessus sur l'objet, sur une texture qui serait vue comme ça dans le logiciel Dimension, quand la lumière vient du dessus, c'est ce qui est ici en cyan qui indique là où l'éclairage doit impacter, là où les impacts d'éclairage doivent être. Si la lumière vient de la gauche, c'est ce qui est rose ici qui indique là où l'éclairage devra être visible. Et si un éclairage vient du bas, c'est ce qui est ici en plus foncé. Ça va aider le logiciel à créer le relief rapidement, si vous suivez le raisonnement, mais je vous remontrerai à quoi servent les normal maps, notamment dans le jeu vidéo, pour donner du relief rapidement. Donc ici, on ne va pas commencer à paramétrer la normal map, on va juste cliquer sur OK, et on va enregistrer. Ouais, sous le même nom, en fait, voilà, sous le même nom, on enregistre. Et on peut fermer l'image et on va retourner dans Dimension. Donc, dans Dimension, vous allez double-cliquer sur votre nappe. Vous obtenez donc la matière de la nappe qui est là. Ouais.
Vous avez la nappe qui est là, ok, et plus bas dans les propriétés, quelque part, vous avez normal, map. Et donc, quand vous double-cliquez sur l'objet tissu, vous n'obtenez pas ceci, vous n'obtenez pas la matière tissu là. Vous avez toujours la matière d'origine qui est en dessous de la matière que vous avez glissée par-dessus. Vous allez essayer de travailler sur donc la matière d'en dessous. Et là, vous avez l'option normale. Donc, vous cliquez sur le petit signe plus pour ajouter une normale, map. Vous sélectionnez le fichier. Vous allez chercher là où il est. Normal map ici, voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est superbe. Clic droit de la souris et on voit que les motifs ont servi à faire un relief. C'est comme si c'était un truc dégueulasse des années 70 et on se demande comment ça se fait que j'ai le cerveau tout de travers, mais quand on a vécu ça... Évidemment, les normales étaient fortes. Hein. On n'a pas paramétré dans Photoshop les normales. Elles sont bien visibles. C'est pas du subtil. Si vous aviez une matière unie ou un dégradé, par exemple, sans les différents motifs, les différents dessins, vous auriez pu utiliser une normal map que vous avez téléchargée. Ça, ce sera quelque chose à essayer plus tard. Voilà. Normal map. Dans Bing, quand on tape normal map, voilà ce qu'on obtient. Normal map pour texture de mur. Il va falloir préciser peut-être dans les filtres que je veux des images que j'ai le droit d'utiliser. Et du coup, il n'y en a plus beaucoup. Je vais prendre des Creative Commons, voilà. Et donc, vous pourriez télécharger une image comme ça. Vous auriez pu télécharger une image de normal map et en espérant qu'elle soit au raccord, normalement oui quand même, et l'utiliser pour faire du relief. Donc, les normal maps, ça se fait comment? Ben, ça se fait en créant des objets 3D et en générant la normal map au départ du relief réel de l'objet 3D dans un logiciel 3D comme Blender, par exemple. Ça se fait au départ d'images dans Photoshop, mais c'est un peu du bidouillage. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est un peu contourner le problème. On ne fait pas d'objet 3D, on crée la normal map au départ d'une image. C'est un peu bizarre, quoi. Mais ça marche. Sur la texture de la nappe, j'aimerais que vous jouiez avec le curseur rugosité. Contrôlez la brillance de l'objet. Alors, vous voyez qu'il y a possibilité aussi d'ajouter une image pour la cartographie de la rugosité. Mais on va tester ça. Qu'est-ce que je voudrais ici? Alors vous, chez vous, comme vous avez une nappe différente, vous allez devoir faire différemment, mais chez moi ici, je vais décider, tiens, je voudrais que ce soit uniquement les petits carrés orange et rouge ici qui soient brillants et le reste de la nappe, elle est mate. On avait vu l'autre jour avec l'étiquette mise sur l'objet qu'on avait amené deux textures, on avait joué, mais on peut le faire sur la même texture. Et c'est ce qu'on va faire ici. Alors allons-y, dans Photoshop, vous allez ouvrir votre fichier d'origine de la nappe. Voilà, vous allez tout de suite l'enregistrer sous et on va ici indiquer que c'est la map de rugosité, par exemple. Et chez moi ici, j'avais dit que c'est les carrés orangés que je veux brillants. Donc une des premières choses à faire, c'est de faire une sélection sur le carré orangé. Alors il y a deux manières de faire. Si on a vraiment affaire à des vrais aplats de couleurs, la baguette magique pourrait servir. On clique et avec l'option pixel contigu décoché là au-dessus, ça sélectionne tous les carrés. Et là, je fais sélection désélectionner. Si c'est moins infographique que ça, si c'est moins pur que ça comme nuance, vous allez utiliser quoi pour arriver à faire une sélection sur une couleur dans une image? Exactement, plage de couleurs, menu sélection, plage de couleurs.
Voilà, avec la pipette ici, en cliquant sur une couleur ou l'autre, on arrive à sélectionner la couleur. Et donc, dans ce cas-ci, ce sont les carrés. Et voilà. OK. Alors, vous allez mémoriser la sélection, c'est le plus simple. Sélection, mémoriser la sélection, OK. Vous pouvez désélectionner, sélection, désélectionner. Donc, dans la palette des couches, vous avez la sélection qui s'est ajoutée en tant que couche alpha, évidemment. Vous avez désélectionné, vous allez remplir ça par du blanc. Édition remplir avec blanc, OK. Donc, toute l'image devient blanche. Vous allez rappeler la sélection par un contrôle-clic, commande-clic sur le Mac en cliquant sur la couche alpha. Et vous allez remplir ça avec du noir. Voilà. Donc voilà, on va tester ça. Menu fichier enregistré. On peut fermer. Bon, vous avez fermé le document dans Photoshop et ici, donc, on retravaille sur la nappe et au curseur rugosité, ici, on va ajouter une map de rugosité, celle qu'on vient de faire. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque là? Ce qui devait être brillant devait être noir dans la map de rugosité, et je pense que ça se voit clairement que c'est brillant à cet endroit-là. C'est encore plus moche, quoi. On va du moche au plus moche. C'est incroyable, hein? Comme si on avait verni ces endroits-là, quoi. Vous n'avez pas le degré de rugosité. Si vous voulez que ce soit moins brillant, il va falloir transformer l'image grise. On va tester. On va tester ça parce que c'est super brillant, là. Et si on faisait, à la place du noir, si on faisait du gris dans l'image, ce serait peut-être un peu moins brillant. C'est incroyable à quel point c'est réaliste quand même. C'est génial. Alors, je vais éditer l'image. Là, je vais cliquer sur l'image. Donc, je clique sur l'image. Je vais aller ici. Je clique sur le petit crayon et donc ça s'ouvre dans Photoshop. Et là, avec image, réglage, niveau, CTRL L sur le PC, commande L sur le Mac, je vais aller dire que ce qui est foncé va être plus clair. Voilà. Ah, ça, c'est la redéfinition des tons les plus foncés et les plus clairs de l'image. Hein. Voilà. Oui, si je voulais que le reste soit un peu brillant, il faudrait que je passe ça pour le transformer en gris, mais non, je vais le laisser en blanc. C'est juste le noir que je vais un peu éclaircir comme ça. Et là, OK. Donc, fichier enregistré. Je vais voir dans Dimension ce que ça donne. Eh ben, c'est moins brillant. Vous le voyez? C'est moins brillant. C'est brillant, mais moins. Si je vais dans Photoshop là et que j'annule et que j'enregistre, eh ben, dans Dimension, tout de suite derrière, ça se voit que c'est redevenu super brillant. Je retourne dans Photoshop, je rétablis, j'enregistre. Tout de suite dans Dimension derrière, on a vu que ça devient moins brillant, mais c'est malgré tout brillant. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas content de l'éclairage, vous allez sur l'environnement. Vous avez normalement le soleil, mais peut-être pas chez vous, en fait. Parce qu'on avait vu que chez vous, c'était peut-être un peu différent. Mais ici, on a le soleil et vous avez, pour les propriétés du soleil, donc la rotation, la hauteur, l'intensité. Voilà. Et on pourra mettre encore d'autres éclairages, évidemment, en plus. Pour donner un côté pack shot publicitaire à
une scène à double dimension, on ajoute des éclairages comme dans la vraie vie quand on fait une photo publicitaire. Il y a plein d'éclairages pour bien éclairer l'objet, qu'il n'y ait pas trop d'ombre trop franche. Donc, mais là, on n'a que le soleil. C'est super moche, j'adore. Mine de rien, tout ça est très intéressant si vous voulez simuler du vernis sélectif, du vernis seulement à un certain endroit d'une carte de visite ou d'une couverture de magazine, par exemple. Également, si vous voulez simuler, grâce au normal map, du bump, du gaufrage, du gaufrage qu'on dit en impression, un design 2D sur un plan pour vous permettre de simuler le vernis sélectif et le bump. Bien, ici, je vais sélectionner les tomates, touche F. Je fais un petit zoom arrière avec la roulette de la souris. Je repositionne un peu avec le bouton droit. Avec la roulette de la souris que j'enfonce, je repositionne. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un objet à l'avant-plan et d'autres objets à l'arrière-plan. On va créer un flou. Donc, le flou, c'est en allant sur la caméra, et voilà, dans les propriétés. Vous avez tout en bas mise au point. Vous l'enclenchez. Voilà. Vous avez le niveau de flow. Vous avez avec ceci la possibilité de dire que tiens, c'est la tomate ici qui va être nette et l'arrière-plan est flou. Et là, je dois cliquer dessus. C'est l'arrière-plan là qui est net et la tomate à l'avant-plan qui est floue, etc. Et le niveau de flou est un peu fort ici. Il faut y aller mollo comme un nœud pour que ce soit réaliste. Voilà, donc on a la possibilité de faire la mise au point. Donc oui, le flou ne se met pas sur l'image d'arrière-plan, donc ça donne pas bien. En effet. En cliquant sur l'image d'arrière-plan là, l'ouvrir dans Photoshop avec le petit crayon. Enfin, si vous avez importé une image d'arrière-plan JPEG, c'est pas sûr que ça va s'ouvrir dans Photoshop. Hein. Vous connaissez le système. Hein. D'où l'intérêt de travailler les fichiers Photoshop quand même. Alors, donc, dans la palette des calques, quand même convertir le calque en objet dynamique pour pouvoir paramétrer le flou encore par la suite. Clic droit, convertir en objet dynamique, et ensuite on va mettre un filtre de flow. Il y a le flou gaussien, qui n'est pas le plus réaliste parce qu'il ne fait pas l'effet bokeh. Vous connaissez l'effet bokeh? Effet bokeh, c'est les beaux flous qu'on a avec des petites taches à l'arrière, comme ça vous connaissez. Et il y a plein de tutos qui expliquent comment faire ce genre de flou qui sont typiquement obtenus avec des appareils photo, avec des objectifs quand même corrects. Je veux dire, c'est pas avec un smartphone nécessairement que vous allez faire ça. Certains smartphones simulent les effets bokeh, bien sûr, mais enfin, maintenant que je vous montre, ça vous dit quelque chose, cet effet bokeh. Voilà, donc on va pas faire un effet bokeh ici, mais vous pourrez tester ça par la suite, il y a plein de tutos. Donc, dès qu'on clique sur OK dans le filtre flou gaussien, vous connaissez le système, il est là, désactivable, modifiable en double-cliquant sur son nom. C'est l'intérêt des filtres dynamiques. Tout filtre mis sur un objet dynamique devient un filtre dynamique. Je vais jeter le flou gaussien ici, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Et alors, moi, ce que je vous propose de faire rapidement, c'est filtre bruit médiane. Filtre bruit médiane. Ça retire du détail. Filtre bruit médiane. Voilà, ça retire du détail, vous voyez. Ça existe depuis très très longtemps dans Photoshop, si pas depuis la première version qui date de 1989. Voilà. Et en plus du filtre médiane, c'est vrai que ce serait pas plus mal de mettre un filtre de flou gaussien pour mettre un peu de flou sur
sur la médiane. Voilà. Et voilà le genre de flou qu'on obtient, quoi. D'accord? Seulement avec le flou gaussien, c'est ça. Seulement avec médiane, c'est ça. Avec les deux, c'est ça. Et sans, c'est ça. Voilà. Donc, en travaillant sur l'un et l'autre, vous obtiendrez un peu un effet de flou réaliste, pas trop infographique. Les filtres, on peut les entasser différemment sur l'objet dynamique. Ça donne quelque chose de différent suivant l'ordre, en fait. Mais en principe, ici, c'est d'abord médiane, puis le flou gaussien. Et donc, le premier filtre a affecté l'objet dynamique et celui du bas. Puis, le filtre du dessus affecte l'objet dynamique. Donc, je fais fichier enregistré, je retourne dans dimension, et voilà, on a un arrière-plan flou. La perspective ne correspond pas. Hein. Là, on va quand même pas pousser à ce point-là. Gardons les choses simples. Alors ici, donc, caméra, je vais désactiver la mise au point et on va faire un export en allant dans le rendu, ici. La partie rendue. Alors, au niveau de la qualité, je vais quand même ici choisir faible parce que c'est juste pour la démonstration. Ça ne me dérange pas que la qualité de rendu soit faible. Je vais générer le fichier Photoshop. Alors, 16 bits par couche, vous savez ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle la profondeur de pixels. C'est important. Quand vous faites des photos avec un appareil photo, même avec votre smartphone, il est important de générer des fichiers en 16 bits par couche. Je vous expliquerai un peu plus tard à quoi ça correspond. J'ai juste tapé profondeur de pixels, puisqu'on parlait du 16 bits par couche. Si on fait du rendu 16 bits par couche ici, dans chacune des couches, chaque pixel est défini par 16 interrupteurs informatiques. Chaque pixel peut prendre 32 000 niveaux différents. De rouge, si c'est la couche rouge, de vert, si c'est la couche verte, etc. Tandis que si on est à 8 bits par couche, on est limité à 256 niveaux seulement. C'est comme le loto. Plus vous ajoutez des boules, plus il y a de possibilités. Et donc là, de 8 à 16 bits, on passe de 256 niveaux de rouge, de vert ou de bleu à 32 000. Vous avez ici une petite explication qui est pas mal sur la profondeur de pixels. Des pixels d'un bit, ça peut être seulement noir ou blanc. Et 8 bits, on arrive à 256 possibilités. Voilà. Ça fait partie des choses à connaître en tant qu'infographiste, parce que je vous dis, hein, si vous faites des photos et que vous voulez les retoucher, vous avez intérêt à ce qu'elles soient en 16 bits plutôt qu'en 8 bits. Faites ça avec votre appareil photo. Générer des images soit du RAW, soit du type 16 bits. JPEG 16 bits, je pense pas que ce soit possible. C'est le JPEG 2000 qui permet le 16 bits, pas le JPEG standard. Ça a généré le rendu. Donc, si vous ne savez pas où ça a envoyé le travail, le rendu, vous cliquez sur l'hyperlien ici, évidemment. Voilà, donc le rendu qu'on ouvre dans Photoshop. Il y a du grain. Il y a pas mal de grain dans le rendu. C'est un rendu rapide. Donc, au niveau de la netteté, à part l'arrière-plan, bien sûr, qui c'est l'image d'arrière-plan qu'on avait rendu flou dans Photoshop, mais la canette et la tasse, les tomates, la nappe, tout ça, c'est net partout, au fait. On est d'accord? Vous aviez désactivé la netteté avant de faire le rendu. Enfin, c'est net, c'est un peu flou parce que c'est un rendu rapide, mais on n'a quand même pas de flou sur l'arrière-plan ou l'avant-plan. Bon, alors. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez dans le groupe de calque ici au-dessus, activer, afficher le groupe de calque supplémentaire. Et celui qui nous intéresse, c'est uniquement les informations de profondeur. C'est ce qu'on appelle la Z-Depth. Voilà ce qui apparaît dans l'image là, la Z-Depth. Et comme prévu, les objets qui sont à l'avant-plan sont clairs et les objets qui sont à l'arrière-plan sont plus foncés. C'est comme ça. Ça indique où trouve
en profondeur dans la scène les objets. Bon, ben on n'a plus besoin du dossier du dessus et on va travailler sur l'image ici, l'image rendue. On va travailler sur cette image-là, image rendue. Ce serait peut-être bien de faire une copie. Amenez-le sur l'icône à gauche de la corbeille parce que on ne peut pas appliquer le filtre flou de l'objectif sur un objet dynamique. Donc c'est forcément du destructif. Donc j'aime autant travailler sur une copie. Regardez ça, si je vais dans filtre flou de l'objectif, il est accessible. Mais si je transforme le calque en objet dynamique, convertir en objet dynamique, filtre flow, ben, il n'est plus accessible en fait. Il ne marche pas sur un objet dynamique. Donc j'annule, je fais un CTRL Z. Voilà, c'est pas un objet dynamique. Je travaille sur la copie. On affiche le calque du dessus. On va dans la palette des couches. Vous avez affiché le groupe du dessus. Vous êtes dans la palette des couches. Vous allez faire CTRL-clic sur la vignette RVB ici. Vous allez faire CTRL-clic sur la vignette RVB ici. Comme ça génère une sélection en fonction de la luminosité. Et vous ajoutez sur le calque ici, image rendue, copie, vous ajoutez un masque de fusion. Et le masque de fusion utilise la sélection qui a été générée par CTRL-clic sur la vignette RVB dans la palette des couches. Voilà. À partir de là, on n'a plus besoin du calque du dessus. On travaille sur la vignette ici et particulièrement sur la partie gauche, les pixels en couleur. Et donc, on va dans filtre flou de l'objectif. On indique ici que ça va utiliser comme source le masque de fusion. C'est comme si on était dans Dimension, en fait. Donc là, j'ai augmenté le rayon, la courbure de lame, peu importe. Et on a ici le petit définir le point focal. Si je clique ici sur la canette à l'arrière, ce sont les tomates qui sont floues à l'avant. Si je clique sur avant, c'est la tomate qui est nette et la canette à l'arrière floue. Il n'y a même pas besoin de recliquer sur, comme dans Dimension, il n'y a pas besoin de recliquer ici dessus. Il fonctionne. Donc, je décide où est la netteté. Bon, mais ça marche pas mal, ça. Si vos objets sont quasiment tous dans votre scène au même plan, ceci ne donnera rien du tout, en fait, évidemment. OK. Et donc, comme prévu, ça a modifié les pixels de manière destructive, d'où l'intérêt de garder une version non filtrée en dessous. Alors, regardons ce qu'on obtient là. On va enlever l'œil en face de notre backup ici. Et quand on enlève l'œil en face du backup, on remarque que une partie des objets du calque du dessus, ben, ils sont transparents. C'est à cause du masque de fusion que nous allons devoir en fait désactiver. Il nous a servi juste quand on était dans le filtre flou de l'objectif pour déterminer où mettre le flou, avant-plan, arrière-plan. Mais là, on va le désactiver avec la touche Shift, la touche majuscule, et on voit tout de suite qu'ils ne sont pas transparents. Le calque d'en dessous ne doit pas être affiché, sinon ça casse une partie du flou, comme vous voyez. Il ne doit pas être affiché, le calque du dessous. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre dans les calques supplémentaires là au-dessus? Masque de sélection de matière. Masque de sélection d'objet. Bon, ben essayons le masque de sélection d'objet. Voilà. Donc, grâce à la baguette magique ou à la plage de couleurs, vous allez pouvoir rapidement sélectionner un objet. Sélection plage de couleurs. Je clique sur les tomates ici.
Donc, sélection d'objets. J'enlève l'œil en face. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, en cliquant là-dessus, par exemple, je vais pouvoir faire ceci. Calque, nouveau, calque par copier, c'est CTRL-J. Je me retrouve avec les tomates sur un calque. Rien que les tomates. Je peux mettre sur ce calque que je transforme en objet dynamique. Je peux mettre plein de choses, notamment filtre, renforcement, accentuation. Pour accentuer la netteté ou le contraste. Ça dépend comment, dans le réglage filtre, renforcement, accentuation, vous mettez les deux curseurs ici. Petit gain, fort rayon, vous gérez le punch des tomates et passe de là à là. On n'essaye pas, dans Dimension, d'obtenir tip-top l'image nickel, parce qu'on sait qu'on peut exporter dans Photoshop et qu'on va pouvoir corriger, aller plus loin avec Photoshop. Les images de synthèse, les films en images de synthèse, c'est la même chose. Ils n'arrivent pas dans le logiciel 3D, Blender, 3ds Max, Houdini ou autre, ils n'arrivent pas à obtenir tip-top l'image nickel et donc il y a de la post-production dans des logiciels spécialisés, DaVinci Resolve ou autre, After Effects, Nuke ou autre. Donc il faut le savoir, ça fonctionne comme ça, c'est un peu du tricher quoi, mais on se facilite la tâche, on n'essaye pas de tout faire dans le logiciel. Il y a de la triche par la suite. Ok, je vais enregistrer ça. Ce que vous n'avez pas ici, c'est le rendu dans le cloud. C'est-à-dire que chez Adobe, si vous payez une certaine somme, vous avez la possibilité que la scène que vous venez de faire soit envoyée chez Adobe et c'est leurs super ordinateurs qui vont générer le rendu. Donc voilà, si vous pensez que les rendus, c'est vraiment pénible chez vous, deux méthodes pour faire le rendu dans Dimension, le rendu local ou le cloud rendering. Si vous faites souvent du rendu avec votre ordinateur, il faut savoir que ça use énormément. C'est comme le rendu vidéo avec After Effects ou avec DaVinci Resolve. Si vous faites ça pendant des heures et des heures, votre ordinateur, il risque d'y passer. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines marques d'ordinateurs qui sont plus spécialisées pour faire les rendus que d'autres. Par exemple, Asus, qui fait des portables super ventilés avec des gros ventilateurs. Vous connaissez, ils sont assez épais, il y a des super ventilateurs. Et vous risquez moins que votre carte graphique y passe qu'avec un petit portable mal aéré. Donc voilà, je ne fais pas de la pub pour une marque ou l'autre, mais c'est connu, quoi. On doit quand même parler de ça. Puis vous avez aussi les render farms, qui sont des entreprises spécialisées qui, elles, ont des ordinateurs, je ne sais pas, Adobe, voilà, des ordinateurs en rack, comme ça, et vous envoyez vos fichiers, et ça fait le rendu. Alors, on va aller voir sur le web les objets 3D qui sont disponibles en payant ou gratuits. Donc, vous allez bêtement dans Google et là-dedans, vous allez taper « Download 3D Object », par exemple. Voilà. Donc, vous avez différentes boîtes qui vous proposent des objets 3D à payer ou gratuits. TurboSquid, ça c'est connu depuis très longtemps. TurboSquid. Vous tapez ce que vous voulez. Chipot, par exemple. Voilà. Et vous avez plein d'objets 3D avec la texture qui vient. C'est pas mal. Ici, je vais ajouter le mot free parce qu'on aime bien ça. Free 3D. Voyons un peu ça. Voilà. Il y en a certainement qui sont payants. Oui, il y en a certains qui sont payants. Ils vous annoncent de la 3D gratuite, mais il y a une raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que certains sont payants quand même. Vous voyez le nombre de downloads, c'est quand même impressionnant. Hein, 163 000 downloads, 205 000 pour le smartphone ici. C'est quand même assez impressionnant. Il y a plein de gens qui utilisent ça. Bon, je vais vous en mettre un au téléchargement. On va l'utiliser, ce sera plus simple. On va utiliser le même tous.
bit.ly/objet 3D gratuit en majuscule comme ça. Et ça devrait vous amener vers le dossier sur mon drive. Ça vous amène donc sur le drive. Vous téléchargez zip, vous le dézippez et vous allez obtenir un dossier Indoor Plant 3 qui contient plein de formats 3D. Celui qui nous intéresse, c'est le OBJ. Bien qu'il y a d'autres formats qui fonctionnent aussi, stéréolithographie, le STL fonctionne aussi dans Dimension. Il y en a 4 qui sont importables dans Dimension, des formats 3D. Vous pouvez importer le low poly OBJ, ça devrait marcher. Il y a de la texture, c'est un bump map qui est avec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a la texture verte de la plante, la texture du pot, le bump map du pot. Tout ça devrait venir automatiquement, en fait. Et ça, c'est quoi? Bon. Allez savoir. Donc, fichier importer modèle 3D. Vous allez chercher le Indoor Plant, le poly objet, voilà. Ah tiens, il est là. Il est arrivé en dehors de la scène. Alors, vous avez ce petit widget qui vous permet d'y accéder rapidement, en fait. Hein. Le petit point, là, vous permet d'accéder rapidement à l'objet. Le voilà. Ça, j'avais remarqué qu'il y a un petit problème avec cet objet. Voyons un peu ça. Dans le panneau ici scène, vous avez les yeux, là, pour enlever un des deux objets. D'accord? De l'affichage. Donc, celui-là du dessus, c'est la plante, visiblement, et celui du dessous, c'est le pot. Le pot, il ne nous pose pas trop de problèmes pour l'instant, c'est la plante. Et donc, on va double-cliquer sur Low Poly, ici, plante, pour obtenir la texture. Et alors, je remarque que l'opacité, bizarrement, est à 0%. Et quand je monte, c'est mieux. Alors, pourquoi c'est pas arrivé avec la bonne image? Ça, il suffit d'aller chercher la bonne image, peut-être. Hein. Allons-y. Donc, dans couleur de base, ici. Image. Je vais aller sélectionner. Je vais aller chercher dans le dossier texture la texture bpng.jpg. Voilà, nickel, ça marche. Donc là, j'ai refait le lien. On va essayer d'autre chose. Il y avait une normal map, on va la mettre. Hein. Ok, normal. Texture, pas du pot, mais de la plante. Voilà, tout de suite, il va y avoir du relief et de l'éclairage possible. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme texture, là? Ça doit faire la forme de la feuille, peut-être, non? Oui, c'est une forme découpée de plantes vertes, là. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut mettre. Donc, l'objet doit bien être sélectionné. Je vais voir si en mettant une map d'opacité ici, ça fonctionne. Là, celle-là. Oui, ça marche. En fait, c'est une map d'opacité. Donc, sur la texture, vous ajoutez l'image à opacité. Et ça veut dire que l'objet 3D, il est construit de manière assez grossière. Voyez? Mais la forme complexe du bout des feuilles est faite par une texture. Ça, c'est pas bête, hein? Eh ben voilà, c'est pas si mal, ça. Ah oui, il y avait aussi un objet ici en bas qui devait avoir la même texture. Oui, donc il y a un objet sur lequel on a réussi à mettre la texture là, et puis vous avez celle-là aussi. Si on monte l'opacité, on va le voir apparaître. Voilà. J'ai simplement ajouté sur l'objet du bas les feuilles. Et ouais, il faut faire l'opacité aussi, sinon ça fait un truc bizarre, en effet. L'opacité, la map d'opacité. Ok, ça marche mieux. Ok, alors on avait le pot. Touche F, ok.
Double-clic, voilà. Et le pot, c'était pot texture. OK. Voilà la texture du pot. Et puis on avait la normale là pour le pot. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous avez vu comment utiliser un modèle qui vient du web. Il fonctionne plus ou moins bien, quoi. OK, vous arrivez à repositionner la plante? Oui. Elle est quand même loin de la table, hein. Elle était juste en dessous chez vous. Parce que Elle est toute petite aussi, c'est ça le problème. l'échelle, Oui, je vais augmenter l'échelle aussi parce que là, franchement, ça, il y a ce soir que ça même pas fait. à 60 cm la taille, à 60 cm de haut. OK. Ce qui est à peu près ce que ça doit faire en réalité, en effet. Ah oui, mais évidemment, je l'ai écrasé seulement dans un sens. Moi, c'est malin. Alors, il passe au papier. OK. C'est poireux. Très drôle. Faut que j'aille en arrière, je pense. Parce que là, je l'avais modifié en étant avec la chaîne cassée.